C'est tant que l'esprit est là? Ah, bien sûr qu'il est là. S'il n'était pas là, il ne parlerait pas. Cher esprit, vous avez un message à donner à la personne? Nous avons évoqué précédemment les sœurs Fox, à l'origine des premières séances de spiritisme aux États-Unis en 1848, et les frères Davenport aussi, représentant les plus connus sans doute avec leur fameuse armoire de ce que fut le spiritisme spectacle au milieu du 19e siècle. Mais le spiritisme qui franchit l'océan pour débarquer en Europe n'est pas seulement à l'intérieur de l'armoire des Davenport et autres magiciens. De nombreux médiums font aussi le voyage pour venir faire tourner les tables. La magie prend, entre divertissement et croyance, la bourgeoisie européenne s'adonne avec plaisir et enthousiasme à la communication avec l'au-delà. De nombreux intellectuels de l'époque vont d'ailleurs y participer et y croire même, comme Conan Doyle, Victor Hugo ou encore l'astronome Camille Flammarion. Et puis, au-delà de la simple croyance, une doctrine va prendre forme à travers les conclusions d'un certain Allan Kardec. On retrouve au cœur du Surnateum, musée d'histoire surnaturelle à Bruxelles, Christian Schellmann, son conservateur, entouré de nombreux objets bizarres, dont un portrait d'Allan Kardec justement qui va faire basculer le spiritisme en Europe, de l'occupation à la mode dans les salons bourgeois à la religion. Il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment des gens honnêtes là-dedans, des gens qui estiment pouvoir communiquer avec les esprits. Comme chaque société traditionnelle a eu ses chamans, a eu ses sorciers, je vais dire, a eu ses prêtres, a eu des gens qui étaient capables de faire ça dans toute l'histoire de l'humanité. Soit ils estiment pouvoir le faire et puis ils testent et puis on regarde le résultat. Finalement, il n'y a que ça qui compte. Soit ils ont plutôt envie de faire du pognon et là vont trouver une méthode ou l'autre pour déterminer qu'ils sont meilleurs que les autres. Au départ, c'est un divertissement. Je veux dire, on s'amuse à appeler les esprits en soirée. En dehors du fait que c'est un divertissement qui va durer 1 an, 2 ans, un certain nombre de personnes commencent à se poser la question qu'il est peut-être vraiment possible de discuter avec les esprits des défunts et vont en faire une religion, vont essayer d'en faire une nouvelle religion, le nouveau christianisme, et parmi eux, il y aura Allan Kardec en France, qui va être le plus important partisan d'idée de religion. Il ne fera pas de spiritisme lui-même, mais il assiste à des séances. Donc il ne fait pas tourner les tables, mais il assiste à des séances. Que n'a-t-on pas raconté sur moi, sur mes travaux et sur le spiritisme? À son énonciation, beaucoup n'y voient que des tables tournantes. J'ai été comme vous, incrédule. Et puis j'ai enquêté, j'ai questionné. J'y ai découvert une science et une philosophie. Il est faux de se dire spirit simplement parce qu'on a fait une expérience de communication avec les défunts. Kardec n'était pas médium, il ne s'est jamais prétendu médium. Il disait lui-même que ce n'est pas lui qui avait fait le travail, qu'il s'était simplement servi des réponses des esprits. Et il a eu des messages qui lui ont fait comprendre qu'il avait une mission particulière. Jamais je n'aurais pu m'attendre à un pareil succès. En 1854, on compte 3 millions de passionnés pour les séances d'échange avec les esprits, réunis autour de 10 000 médiums. C'est un discours que l'Église catholique et la société ne peut pas entendre. On l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages. Il n'a fait que batailler. Je sens quand même qu'Allan Kardec est quelqu'un de très solitaire. Il faut tout examiner froidement, tout peser mûrement, tout contrôler. Le 18 avril 1857, ma vie a définitivement basculé. Ça, c'est un extrait du documentaire fiction Allan Kardec, une vie avec les esprits de David Fressineau. Et on poursuit avec Christian Schellmann. Alors Allan Kardec est un professeur qui s'appelle Rivel, et qui ne croit pas particulièrement au spiritisme. Il habite Lyon. Et il vient s'installer à Paris. Et à Paris, il découvre le spiritisme et est totalement convaincu d'être en communication avec un druide antique qui s'appelle Allan Kardec. Et donc, il va prendre ce prénom. Il ne sera pas un spirit au sens premier du terme. Il s'estime être le codificateur du spiritisme. Et c'est lui qui donc va
sortir les premiers bouquins importants sur le spiritisme, donc le livre des esprits, puis le livre des médiums, puis l'évangile suivant le spiritisme, etc. Il mourra quand même relativement jeune par rapport à l'histoire du spiritisme, donc il meurt le 30 mars 1869, je crois. Il meurt juste avant la guerre 70-71. Mais c'est un adepte convaincu. C'est un adepte convaincu. Il n'y a rien au monde qui pourra ne pas le convaincre. Et il va vraiment essayer de faire comprendre qu'après la religion chrétienne, après la religion juive, puis la religion chrétienne, comme il dit si bien, le judaïsme est venu creuser les sillons, le christianisme a semé dans les sillons, et maintenant le spiritisme va récolter les fruits. Il estime que le spiritisme n'est que la continuité du christianisme. Donc c'est ce qu'il raconte dans son livre des esprits et Oui. dans son il va être très suivi. Il va être très très suivi. Au départ, il va évidemment rentrer en conflit avec l'Église catholique, mais il va y avoir pas mal de gens qui vont le suivre et qui vont réellement lancer tout le mouvement spirit tel qu'on le connaît même encore actuellement. Ça veut dire que ça va vraiment devenir une religion, ce mouvement spirit pour certaines personnes. Ça va vraiment relever de cet ordre-là. Je vais dire qu'au Brésil, c'est devenu une religion. Et les plus importants spirites kardéciens ou kardécistes, je ne sais pas comment on dit, Disciples d'Allan Kardec. les disciples d'Allan Kardec sont au Brésil. Qu'est-ce qu'ils prônent aujourd'hui, ces disciples du spiritisme? Mais toujours ceux qui prônaient au départ que c'est une nouvelle religion d'amour, de paix, de fraternité. Dans le livre des esprits, écrit par Allan Kardec sous la dictée d'esprits supérieurs, voici ce qu'il dit. Des phénomènes qui sortent des lois de la science vulgaire se manifestent de toutes parts et révèlent dans leur cause l'action d'une volonté libre et intelligente. La raison dit qu'un effet intelligent doit avoir pour cause une puissance intelligente, et des faits ont prouvé que cette puissance peut entrer en communication avec les hommes par des signes matériels. Cette puissance, interrogée sur sa nature, a déclaré appartenir au monde des êtres spirituels qui ont dépouillé l'enveloppe corporelle de l'homme. C'est ainsi que fut révélée la doctrine des esprits. Les communications entre le monde spirit et le monde corporel sont dans la nature des choses et ne constituent aucun fait surnaturel. C'est pourquoi on en trouve la trace chez tous les peuples et à toutes les époques. Aujourd'hui, elles sont générales et patentes pour tout le monde. Les esprits annoncent que les temps marqués par la Providence pour une manifestation universelle sont arrivés et qu'étant les ministres de Dieu et les agents de sa volonté, leur mission est d'instruire et d'éclairer les hommes en ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'humanité. Extrait du livre des esprits donc d'Allan Kardec. Allan Kardec repose encore au Père-Lachaise et sur sa tombe est écrit « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Plus de 150 ans après sa disparition, sa tombe reste l'une des plus fleuries du célèbre cimetière. Les disciples du spiritisme tels qu'enseignés par Allan Kardec existent toujours et c'est au Brésil qu'ils furent et sont encore aujourd'hui les plus représentés et les plus fervents. Allan Kardec n'a pourtant jamais mis les pieds au Brésil où plus de 6 millions de disciples mettent sa doctrine en pratique dans des milliers de centres et d'églises spirites. Difficile de proposer une histoire chronologique du spiritisme puisque les faits et les courants s'entremêlent tout au long de cette deuxième moitié du XIXe siècle, vous l'aurez compris, en même temps que les sciences et la magie se développent. Et la communication avec l'au-delà va elle aussi très vite évoluer techniquement et trouver des moyens pour simplifier les échanges. Christian Schellmann nous raconte. Le problème du spiritisme, parce que ça c'est vraiment mon domaine, c'est les objets en fait, c'est qu'au départ, on se dit qu'on peut faire parler une table. Donc les gens se mettent autour d'une table, debout ou assis, ça dépend de la région, et en mettant les mains sur la table, poser question, cette table se met à taper, à courir même à travers la pièce, et à taper en morse des réponses. Le problème, c'est que si l'esprit que j'invoque s'appelle Zozo, elle va devoir déjà taper 26 fois pour faire le premier Z, puis O, puis Z, puis O. Donc, les gens
mettent un temps fou à avoir des messages des esprits et se trouvent très vite avec l'envie de communiquer plus rapidement. Alors on a une première description d'appareil spirit qui est une espèce de cadran de Madame de Girardin, qui est donc la femme d'un éditeur célèbre à l'époque. C'est elle qui initiera Victor Hugo au spiritisme. Elle a un cadran, donc c'est en fait les prémices de ce qui sera plus tard appelé une planche Ouija. Et ce cadran permet de déplacer une aiguille vers des lettres ou vers des chiffres. Et le cadran est décrit dans le bouquin Le livre des médiums d'Alan Kardec, de manière très précise. Et puis très vite, les gens vont essayer de trouver d'autres méthodes. Et donc la table qui est celle qui est au Surnateum, qu'on trouve sur le site, elle divise un alphabet en 3 parties. Et il y a 3 médiums qui s'occupent chacun d'un tiers d'alphabet. Et quand le pied qui est en face d'eux se met à taper, on sait que c'est dans cette partie-là de l'alphabet. Et elle ne devra taper que 3 fois pour avoir la 3e lettre de leur segment de truc. Après, la table peut tourner vers la droite ou vers la gauche pour faire les oui-non. Et elle peut aussi arrêter une communication lorsqu'elle dit, par exemple, « Comment allez-vous » et la table répond « BI ». Le médium peut dire « Vous allez bien », alors la table arrête la communication après la 2e lettre. Mais ça veut dire que ce sont des tables complètement mécaniques, ça, si elles tournent ou... C'est une table qui est faite pour ça. Oui. Dans ce cas-ci, dans le cas de la table que j'ai, c'est la seule table spirit connue d'ailleurs, qui ressemble vraiment à un guéridon. C'est vraiment un instrument qui a été fait pour communiquer avec les esprits. Ce n'est pas une table banale. Ici, c'est vraiment un objet fait, donc pour un groupe de bourgeois qui communiquent... du groupe d'Anvers. C'est de là que vient... On va retrouver la description de cette table dans les écrits de Marie Guevers. On sait qui a inventé cette table ? Non, on sait qui l'a utilisée en premier lieu, mais on ne sait pas qui l'a fabriquée. Donc on pense que c'est le médium principal du groupe d'Anvers, Amour et Charité. Et la table est décrite dans les ouvrages d'Alan Kardec, puisqu'il est venu à Anvers à ce moment-là. Donc cette table, elle est belge ? Sa table est belge, oui, absolument. Complètement. Donc, tout à fait. On a peut-être eu plusieurs, mais en tout cas... Non, il y a un seul exemplaire. Oui, elle est faite en ronde-bosse, c'est un travail de fou, c'est inimaginable comme boulot. C'est vraiment un sculpteur qui a dû faire ça, et un sculpteur de talent, parce que on a vraiment l'impression d'une dentelle de bois, littéralement, sur la table. La partie supérieure pivote sur son axe, sur le pied. Le pied est taillé, entre autres, avec une fleur d'acanthe, une feuille d'acanthe dessus qui symbolise l'éternité. Donc on voit vraiment que l'objet a été fait pour ça et que ce n'est pas une table qui a été transformée après. Cette fameuse table belge a donc été créée et utilisée du côté du groupe Spirit Amour et Charité à Anvers, un groupe auquel le père de la doctrine spirit, Alan Kardec, a rendu visite. Et comme nous le disait Christian Schellmann à l'instant, dans la revue Spirit parue en octobre 1864, on trouve ces mots d'Alan Kardec. Nous avons dit qu'un des groupes spirit d'Anvers possède un médium typtologue doué d'une faculté spéciale. Voici en quoi elle consiste. L'indication des lettres se fait au moyen de coups frappés par le pied d'un guéridon, mais avec une rapidité qui est presque celle de l'écriture, et telle que ceux qui les inscrivent ont parfois de la peine à suivre. Les coups se succèdent comme ceux du télégraphe électrique en action. Nous avons vu faire une dictée de 20 lignes en moins de 15 minutes. Mais ce qui est surtout particulier, c'est que l'esprit dicte presque toujours à rebours en commençant par la dernière lettre. Le médium obtient par le même moyen des réponses à des questions mentales et dans des langues qui lui sont étrangères. Ce médium est aussi psychographe et dans ce cas, il écrit également à rebours avec la même facilité. La première fois que le phénomène s'est produit, les assistants, ne trouvant aucun sens aux lettres recueillies, crurent à une mystification. Ce n'est qu'après une observation attentive qu'ils découvrirent le système employé par l'esprit. Ce n'est sans doute qu'une fantaisie de la part de ce dernier, mais comme toutes ces communications sont très sérieuses, il faut en conclure qu'il y a dans le fait une intention sérieuse. Indépendamment de la rapidité avec laquelle les coups se succèdent, la manière de procéder abrège encore de beaucoup l'opération. Après avoir expliqué comment fonctionne la table et la lecture des lettres, Alan Kardec conclut avec cette observation. De tous les appareils imaginés pour constater l'indépendance de la pensée du médium, il n'en est aucun qui vaille ce procédé. Il est vrai qu'il faut pour cela l'influence d'un médium spécial, car les 2 personnes qui l'assistent ne sont pour rien dans la rapidité du mouvement.
Ce procédé n'a en définitive d'utilité réelle que pour la conviction de certaines personnes et comme constatation d'un phénomène médianimique remarquable, car rien ne peut suppléer à la facilité des communications écrites. Un article signé donc de la main d'Alan Kardec en 1864 dans la revue Spirit, mais revenons encore un instant du côté du Surnateum pour conclure le chapitre consacré à cette fameuse table Spirit belge avec Christian Schellmann. Alors on peut se dire que ça a été une table qui a été faite pour ça. Est-ce que vous diriez que ça a été fait par quelqu'un qui était convaincu Oui. de l'existence de la communication avec les esprits? C'est pas une supercherie cette table. Non, pas du tout. Non, la table est vraiment faite pour communiquer. Mais, il y a un mais. Et pour ça, il faut l'examiner. Mais je pense que la table a été faite totalement honnêtement pour le médium du groupe Amour et Charité, mais que ce médium avait une communication, Alan Kardec le décrit très très bien, une communication incroyablement rapide. Et en plus, cette communication se faisait à l'envers. Toutes les phrases venaient à partir de la dernière lettre en remontant la phrase. Donc c'était une façon de prouver qu'on ne triche pas. C'est-à-dire que les messages venaient dans le mauvais sens. Et pour tricher, il fallait un entraînement de fou. Mais c'est là où ça va un petit peu trop loin. C'est-à-dire pourquoi avoir besoin de démontrer qu'on ne triche pas si on ne triche pas. Donc, j'ai examiné la table et j'ai quand même trouvé 2-3 petites marques suspectes, mais qui ont été rajoutées après la fabrication. Et donc, je me dis que si le médium sait qu'Alan Kardec vient chez lui, je crois que c'est fin août, début septembre 1864, il a quand même envie qu'il y ait une vraie communication spirit. Et donc, pour la faire fonctionner, il aurait eu besoin, mettons, de crochets cachés sous les bras, mais que ces crochets ne peuvent pas s'ancrer dans la table s'il n'y a pas un trou. Et quand on examine la table, on voit qu'elle était creusée artificiellement et qu'à un endroit précis de la table, qui est vraiment au centre et caché par la table elle-même, il y a un tout petit espace qui a été creusé à la main. Donc on voit bien que ce n'est pas le travail original, on voit que c'était rajouté, dans lequel on pourrait mettre un petit insecte gratteur, comme une horloge de la mort et des trucs comme ça, pour faire des bruits, parce que ces tables sont des tables grattantes aussi, enfin des tables parlantes, elles font des bruits elles-mêmes. Et on pouvait d'ailleurs écouter les bruits avec un stéthoscope. Donc on peut quand même avoir un doute sur la sincérité initiale du concepteur de la table. Je pense que le type qui a demandé la table, suivant des spécificités précises, l'a fait. Le type qui l'a fabriqué l'a fait de manière totalement honnête. Et je pense que celui qui l'a utilisé par la suite s'est dit qu'il pouvait peut-être un peu aider le manque de communication à certains moments. C'est vraiment ce que dit la table quand on l'analyse. Au cas où ça ne marcherait pas. Au cas où ça ne marcherait pas. Voilà, au cas où il n'y aurait personne ce jour-là. Voilà. Et surtout, si Alan Kardec vient et que ça ne fonctionne pas, c'est un peu dommage quand même. Mais néanmoins, je me dis aussi que le gars qui doit faire fonctionner cette table à la vitesse à laquelle Alan Kardec l'a décrit, puisqu'il l'a vu fonctionner, il l'a analysé, il a touché la table, il devait quand même avoir un sérieux entraînement. Et donc, on ne s'entraîne pas comme ça de manière innocente chez soi en attendant que les esprits parlent. Donc, je me dis qu'il y avait déjà dans l'air une intention de communiquer et d'obtenir un certain pouvoir par le fait d'être le médium d'un groupe.